Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur votre émission dominicale Week Echo. Chaque année, des milliers de personnes meurent sur les routes. Selon le Centre national de sécurité routière, il y aurait environ 700 morts chaque année au Bénin. Le plus inquiétant, c'est que les chiffres ne vont pas en diminuant. La fatigue, l'empressement, le stress, le téléphone au volant, autant de causes des accidents de la route qui interpellent les pouvoirs publics tant les conséquences constituent une préoccupation. Comment donc faire pour avoir zéro accident sur une route? C'est le sujet du dossier de la semaine avec un acteur de la sécurité routière. Mais avant, avec les confrères, on va se pencher sur la poursuite des examens nationaux de licence et de master. Après une phase expérimentale de 3 ans, le gouvernement a évoqué la nécessité de poursuivre l'organisation de ces examens nationaux pour un nouveau cycle de 3 ans. Pour cause, sur 168 établissements identifiés, environ une cinquantaine fonctionnent rigoureusement selon les normes en vigueur. Alors, pourquoi donc ce laxisme et comment faire pour obliger les établissements privés d'enseignement supérieur à se mettre au pas? On en parle donc avec les confrères. Mais avant, on va à la rédaction pour le mini-journal avec Alessandra Jotan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce mini-journal. La 3e semaine du mois de novembre est consacrée aux entrepreneurs du monde entier. Moment choisi pour valoriser l'entrepreneur et susciter l'esprit d'entrepreneuriat au sein de la population. Au Bénin et à l'instar des autres pays du monde, les acteurs se focalisent sur les stratégies à mener pour mieux participer à la croissance économique. Plus qu'un métier, l'entrepreneuriat est aujourd'hui une passion. L'esprit d'entreprise est de plus en plus célébré dans de nombreux pays de par le monde, dont le Bénin, au point où une semaine lui est consacrée. Dédiée aux entrepreneurs, cette semaine a été instituée en 2007 et elle est célébrée la 3e semaine de novembre de chaque année. Nous avons converti cette semaine en une semaine de réflexion. Penser à l'avenir de l'entrepreneuriat. Faire le bilan de nos activités. Où est-ce que ça marche? Où est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aller vers les décideurs du pays, leur faire comprendre que ici, si on nous accompagnait, ça irait mieux. Ici, si on nous accordait tant, ça pourrait aller. Voilà un peu ce que nous avons choisi faire dans cette semaine d'entrepreneuriat. Il s'agit de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre à l'instar de la danse ou de la musique. Sont concernés les entrepreneurs dont les talents sont mis au service de la société aussi bien dans les secteurs de l'économie que dans les activités technologiques innovantes. En fait, cette semaine, en réfléchissant, c'est une occasion que vous m'avez donnée sur nos conditions et ce qui peut faire qu'on pourra mieux servir le pays, mieux participer à la croissance du pays. Donc c'est cette période consacrée à la réflexion qui fait la particularité. Sinon, tous les jours, on peut dire que nous réfléchissons dans ce sens. L'entrepreneur apporte beaucoup. Hormis l'emploi qu'il crée, économiquement, il apporte beaucoup. Parce que c'est l'entrepreneur qui paye les impôts, qui permet à l'État de réaliser ses projets. C'est l'entrepreneur qui paye les différentes taxes, toujours qui permet à l'État de faire face aux besoins de la population. La semaine des entrepreneurs est donc un événement qui vient comme pour révéler l'identité entrepreneuriale d'une nation. Ainsi, fêter les entrepreneurs, c'est donner de la valeur à la passion de la création innovatrice sous toutes ses formes. Et on parle santé dans ce mini-journal. C'est une maladie chronique
négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie invalidante? Réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. Beaucoup de foyers africains utilisent le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, vous le savez, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. De ce fait, ils proposent désormais une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. De jeunes Béninois s'investissent dans la fabrication du charbon bio. Edmond Humbo et Amandine Agnabossou nous amènent à la découverte. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères
Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette session d'information dans Wikeko. Votre émission se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et comme vous le savez, après le mini-journal, c'est la revue de presse économique. Et cette fois, c'est Patrick Adjaboudjou qui a lu les journaux pour nous. Pour vendre à l'étranger les denrées alimentaires du Bénin, les opérateurs économiques peuvent obtenir en ligne leur licence d'importation des produits transformés. L'information figure dans la parution du journal L'Économiste du mardi 24 novembre 2020. L'auteur de l'article nous apprend que les différents acteurs que sont les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane agréés et tout autre agent responsable d'importation des produits agricoles peuvent désormais obtenir tous les documents nécessaires de la licence auprès du guichet unique du commerce extérieur GUS et de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ABSSA. Dans un autre registre, l'économiste nous apprend à la page 10 de sa parution du mercredi 25 novembre 2020 que le Bénin fait partie du top 3 des pays qui contrôlent l'émergence du marché d'exportation de karité en Afrique de l'Ouest. Derrière le Ghana et le Burkina Faso, respectivement premier et deuxième pays exportateurs de karité de la région Afrique de l'Ouest, le Bénin se positionne au troisième rang avec une forte croissance de plus de 57 000 tonnes au cours de la campagne 2019-2020. D'ici quelques mois, le Bénin va accroître sa capacité de production en énergie électrique. Ceci grâce à la construction imminente d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW au village d'Ilou-Lofin, arrondissement d'Issaba, dans la commune de Pobert. La nation a publié l'information et affiche construction imminente d'une centrale solaire photovoltaïque à Pobert, le site remis à l'entreprise en charge des travaux. Fraternité, renchérie et titre, le Bénin enclenche une révolution énergétique. Selon le Canard, ce projet va contribuer à atteindre un taux de 30% dans les 2 prochaines années en matière d'énergie renouvelable dans la niche énergétique du Bénin.
c'est possible désormais au Bénin de toucher sa pension déjà le mois qui suit le départ à la retraite. Une réforme qui prend effet ce mois de novembre 2020. Le journal du service public commente l'information et constate quant à lui que le gouvernement a gagné le pari pour le paiement des pensions dès l'admission des agents à la retraite. La nation va plus loin pour dire que la mission est accomplie pour le gouvernement. Fin de cette revue de presse économique, à dimanche prochain. Et sans plus tarder, on installe les confrères pour le décryptage. On parle des examens nationaux de licence et master. Tout de suite, le décryptage. Je le disais donc, les examens nationaux de licence et de master vont s'étendre à un nouveau cycle de 3 ans pour le compte des établissements privés d'enseignement supérieur. On en parle donc avec les confrères sur ce plateau et je reçois ce matin pour vous Moïse Dossoumo. Moïse, bonjour. Bonjour Elvaïs, bonjour chers amis téléspectateurs. À côté de Moïse, il est également là, Vincent Aguet pour la première fois. Vincent, bonjour. Bonjour Levaïs, bonjour aux amis téléspectateurs. Alors Vincent, voilà déjà 3 ans que les examens nationaux ont commencé à avoir lieu au Bénin. Avez-vous l'impression que les choses ont véritablement changé, la pratique a changé de maintenant d'il y a 3 ans? Quand vous faites un comparatif, avez-vous l'impression que quelque chose a changé? C'est une question un peu difficile, mais pour y répondre, il suffit de jeter un coup d'œil dans le compte rendu du Conseil des ministres de la semaine dernière qui répond qu'en fait, rien n'a bougé. Puisque la solution transitoire qui était d'instituer ces examens nationaux de licence et de master pour les étudiants des universités privées, permettez-moi de les appeler comme ça, universités privées, doivent continuer, les examens doivent continuer au-delà de la phase de transition et le Conseil des ministres dit qu'aucun établissement n'est parvenu à se mettre en règle. Je trouve que c'est un peu facile. Donc je disais que la question est un peu compliquée, mais la réponse est très facile. Oui. Tout simplement parce qu'on ne nous dit pas qui a fauté. Les responsabilités sont à situer à quel niveau. Est-ce que c'est l'État qui n'a pas mis en place les conditions qu'il faut pour amener les établissements à se conformer, ou ce sont les établissements privés d'enseignement supérieur qui n'ont pas réussi le challenge de se conformer. Toujours est-il que pour moi, à la fin, je pense que c'est un échec que de mettre en place une réforme à titre transitoire pour 3 ans et qu'à la fin, on se rende compte que absolument rien n'a bougé et qu'il faut reprendre pour un nouveau cycle de 3 ans. Toujours pour la même solution, sans nuance. Je me demande si, dans 3 ans, que Dieu nous prête vie, on ne reviendra pas pour constater que rien n'a bougé et qu'il va falloir encore repartir pour 3 ans de nouveau. Voyez. Alors Moïse, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il est apparu que les établissements, les EPS en question, ont fait de très bons résultats quand même durant ces 3 dernières années. En licence, on a pour l'année 2017 87,91%, pour l'année 2018 73%, plus de 73%, l'année 2019 72,21%, et en master, on a pour le compte de l'année 2018 69,38%, et pour l'année 2019, 74,86%. Alors, on remarque quand même que tous ces chiffres sont au-delà de 50%. Alors, c'est quand même bizarre qu'on puisse dire que les établissements, malgré ces bons chiffres, ne soient toujours pas en règle. Donc, je pense que si ces chiffres-là valaient leur pesant d'or, on ne serait pas en train de dire qu'il faut recommencer à zéro sur notre période de 3 ans. C'est-à-dire que les chiffres en l'état, même s'ils sont plus ou moins séduisants, ne veulent pas dire grand-chose. Ce n'est que la forme. Je pense qu'au niveau du fond, il faut beaucoup plus travailler, disons, à perfectionner les choses. Parce que vous voyez, dans d'autres États, les États les mieux capés au niveau de l'enseignement, hors CAMES, bien entendu, ce sont les écoles privées, universités privées qui ont la cote. Le public est en seconde position. Mais c'est chez nous qu'on a l'inverse. Et même quand on va dans le public, tel que les choses se passent, certes, il y a des améliorations de part et d'autre, mais il y a encore tellement de choses à faire. Et c'est parce qu'il y a tant de défense au niveau du public, c'est parce que les effectifs vont grandissant, disons que la manne du privé, justement, a commencé par se manifester.
Et le privé aussi qui est venu à la rescousse pendant un certain temps n'a pas cru devoir miser sur la qualité. C'était beaucoup plus la quantité, la publicité à quoi il y a crise juste pour avoir des effectifs, se faire des sauts et former point final. Mais la suite, on ne s'en préoccupe pas vraiment. Encore que, voyez-vous, l'enseignement supérieur, disons que c'est l'antichambre de l'emploi. Et quand les choses ne se passent pas très bien de ce côté, ce n'est pas évident que de l'autre côté, ça se passe également bien, à moins que vous ayez vraiment de la chance. Donc je me dis, c'est l'État, en fait, qui a été défaillant, ce n'est pas le privé. Le privé a manifesté l'intention de venir en appui à l'État. Parce que, disons, l'éducation, c'est une prérogative essentielle de l'État. Mais si le privé vient à la rescousse, l'État doit s'assurer que ce privé-là est capable de relever le défi. Et pendant plusieurs années, on a laissé faire sans presque rien. Et voir même les autorisations d'agrément, tout ça là, on a l'impression que c'est une sorte de collusion entre les promoteurs justement et les autorités publiques qui sont chargées de les délivrer. Si la rigueur était vraiment de mise pendant toutes ces années, je ne pense pas qu'on en serait là aujourd'hui. Justement, en parlant de cette collusion, on ne s'explique pas comment est-ce que les établissements, parce qu'il est dit clairement qu'avant même que l'établissement ne soit créé, il faut que l'établissement ait une autorisation. Or, c'est l'État qui délivre l'autorisation. Peut-on délivrer des autorisations à un établissement dont la formation que cet établissement doit donner ne respecte pas les règles? Non, en fait, il me semble bien que l'État autorise les établissements, mais c'est après que la reconnaissance des formations se fait a posteriori. C'est-à-dire que vous créez votre école, vous pouvez décider d'ajouter des filières de formation et les mettre en œuvre sur une certaine période, donc 4 ans au moins, je pense bien. Et c'est après ça que l'État homologue en fait les offres de formation, la filière. Mais durant ces 4 ans, ça veut dire que les étudiants... Et la réforme en fait qui est mise en place, c'est de faire en sorte que les filières de formation qui ne sont pas homologuées, pour ces filières-là, les examens sont organisés pour que l'État puisse reconnaître les diplômes. C'est ça l'enjeu. Donc la co-signature, reconnaître les diplômes. On peut s'interroger. Puisque le Conseil des ministres dit que les examens sont réservés pour les aux établissements dont les formations ne sont pas homologuées. Mais dans le même temps, on dit qu'aucun établissement n'a réussi. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, tout le monde est concerné. C'est ça. Tout le monde est concerné. Ça fait un peu bizarre. Je me demande si le fond du problème n'est pas ailleurs. C'est-à-dire que faire en sorte que l'État ait un droit de regard dans les offres de formation a priori. C'est-à-dire qu'on autorise, plutôt que l'État constate qu'il y a des formations qui existent, que ce soit à la base, que l'État autorise les établissements à former dans les filières données. Moi, je donne un exemple. Je trouve, excusez-moi, inconcevable que plus de 10 établissements, que presque tous les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin forment en journalisme. Je trouve ça... Alors que le besoin... je me demande si on a besoin d'autant de journalistes dans le pays. Ce n'est pas de la jalousie, c'est une réalité. Il faut dire la vérité aux gens. Je ne pense pas que tous les établissements privés puissent former au métier des médias. Il y a une école nationale qui forme en journalisme. Et d'ailleurs, pour des domaines sensibles comme la médecine, il me semble qu'il y avait également une université privée qui formait en médecine. Et l'État a dû taper du poing sur la table. Donc, il y a pour moi de ces genres de formations, comme la diplomatie, qui doivent être réservées tout naturellement à l'État. Même si, comme Moïse le dit, ailleurs, ce sont les universités privées qui sont devant et l'État ensuite. Mais je ne pense pas que dans notre contexte, on puisse déjà arriver à ce niveau de développement de l'enseignement supérieur. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que tout à l'heure, vous avez évoqué les chiffres. Moi, je prends souvent les chiffres avec beaucoup de pincettes. Je me souviens que à la première édition des examens en 2017, quand les chiffres étaient sortis, plusieurs universités en avaient fait de la publicité. Tout à fait. Et moi, je disais effectivement, à première vue, on peut se demander, au fond, qu'est-ce qu'on reproche aux établissements si les résultats sont au-delà de 80%. Mais dans la réalité, il faut s'interroger, est-ce que ces examens sont vraiment efficaces et adaptés au problème? À quoi ça sert d'organiser un examen national pour des contenus de formation qui n'ont pas été définis au préalable? L'État n'a pas défini des contenus de formation
dans l'enseignement supérieur, comme ça se fait au niveau secondaire, donc avant le bac. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le bac, le BPC et le CEP. Ici, les universités, c'est vrai, même si on a banque et finance, c'est conventionnel, on peut dire, mais à l'intérieur, peut-être que les formations, les contenus ne sont pas les mêmes. Donc, comment on arrive à évaluer avec une seule épreuve tout ce beau monde? Alors que les contenus sont Donc, pas les je mêmes. me demande si les épreuves ne tiennent pas sur des principes simples. Ouais. Et tout naturellement, les gens vont réussir et on aura l'impression que, effectivement, tout va bien. Justement, tout va bien, les résultats sont au-delà de 80%. Et malgré ça, on est obligé de reconduire encore pour 3 ans. Pour 3 ans. Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez évoqué, c'est que l'État décide d'avoir un droit de regard sur les filières de formation devrait normalement être une bonne chose. Mais cela va de soi, et c'est ça qui doit être. Mais si tel n'est pas le cas et que l'État même ne veut pas en arriver là, et ne prend pas une fausse solution pour un vrai problème, c'est qu'on tourne en rond, on ne bougera jamais. Il aurait fallu, dès le départ, dès qu'on a constaté que maintenant il faut siffler la fin de la récréation, ce qui en soit une bonne chose maintenant, qu'on mette en place les bonnes pistes de solutions. Et qu'on aille vers du concret, au lieu de tourner en rond, de faire du surplace. Parce que là, je crains, comme il a dit, qu'au bout de 3 ans, on dit encore que rien n'a changé et qu'il faut continuer. Il aurait fallu maintenant qu'on a remarqué qu'on a voulu faire quelque chose, l'intention est bonne, et que ça n'a pas porté ses fruits, qu'on évalue et qu'on propose autre chose au lieu de reconduire les mêmes trucs. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça ne donnera rien de nouveau, à mon avis, si c'est juste organiser des examens. Il faut maintenant aller vers les établissements en question, définir des curricula de formation pour les filières, définir des profils d'enseignants pour dispenser ces formations-là. Les laboratoires, tout ce qui est travaux pédagogiques, il faut, je pense, qu'il y ait un canevas rigide pour tout ceci et qu'il y ait des évaluations et même des contrôles spontanés au bout de certains temps, avant d'aller peut-être vers des examens et autre chose. Mais quand on n'a rien fait et qu'on a proposé une solution qui n'a pas marché et qu'on l'a reconduit, c'est sûr que ça ne marchera pas non plus. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon excusez le terme, de grappiller un peu les fonds de l'État? Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'au bout de 3 ans, rien n'ait véritablement évolué. C'est ce que je disais tantôt. On ne peut pas faire le reproche à nos dirigeants de ne pas essayer. Ils n'ont pas la science infuse. Ils ont essayé quelque chose et ils reconnaissent eux-mêmes que ça n'a pas marché. Mais là où maintenant on peut tirer sur eux, c'est que ce qu'ils ont essayé n'a pas marché et ils continuent encore dans la mauvaise direction. Là, on se pose des questions sur la bonne foi. Je pense que c'est en ce moment-là qu'il faut proposer autre chose. Même si ça ne marchait pas extraordinaire, on aura quand même essayé une deuxième fois. Mais qu'on ait fait une fois et que ça n'a pas abouti et qu'on continue, je pense que là, on va vers le mur. Et on peut se poser des questions sur la bonne foi, même sur le bien fondé de cette réforme qu'on nous a vendue au départ. Je pense qu'il n'est pas encore tard de revenir sur ça et de faire les choses comme cela se doit. On ne vante pas là-haut, là où ça marche là. Et ce n'est pas très loin de notre contexte, c'est juste à côté de nous. Comment ils ont fait, les réalités ne sont pas si différentes. Pas forcément du copier-coller, mais s'en inspirer pour l'adapter. On peut faire du copier-coller, Non, le copier-coller ne marche pas toujours. Même si c'est le Togo, le Côte d'Ivoire, ça marche vraiment. On a les mêmes réalités, plus ou moins. Ça, ce n'est pas vraiment le copier-coller. Mais on voit d'abord ce qui a marché là-bas. Et on l'adapte à nos réalités. Ça va produire de meilleurs résultats que de faire des examens en série qui, ma foi, ne donnent rien. Est-ce qu'il faut véritablement passer par là pour avoir un enseignement de qualité? Non, moi je pense que on ne peut pas redresser le bois sec. Ce n'est pas après la formation qu'on va essayer de redresser par un examen national de licence ou de master. Je ne pense pas. Il faut aller à la base. L'État, pour moi je suis pour des mesures très fortes. C'est peut-être un peu méchant. S'il faut en arriver jusqu'à la fermeture de certains établissements, il faut en arriver là. C'est déjà arrivé qu'on ferme des établissements d'envergure, historiquement bien en place dans notre pays, qui ont été fermés. Je ne veux pas dire que c'était une bonne ou une mauvaise décision, mais s'il faut en arriver là, il le faut. J'insiste, surtout au niveau des offres de formation dans les établissements. Il y a des établissements dont vous avez le nom, l'identité, qui n'a rien à voir avec le contenu des filières. En fait, c'est une école et puis vous voyez presque toutes les formations à l'intérieur. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Et on va où avec tout ça? Mais quand on reproche... Pour moi, en fait, l'État doit interroger ces différents paramètres en réalité. Et c'est pour ça que moi, je suis resté un peu sur ma faim quand j'ai lu. Peut-être qu'il y a d'autres données qui n'ont pas été mises sur la place publique, dont nous n'avons pas connaissance. Si c'était le cas, tant mieux. Parce qu'il faut que l'État puisse savoir pourquoi
ce qu'on a mis en place en 2017 n'a pas fonctionné. Si on n'a pas répondu à cette question, il serait maladroit pour moi de reconduire la même solution alors que le problème demeure. Et puis on reproche aux épaisses de ne pas respecter les référentiels, alors qu'en réalité, il n'y a même pas de référentiel dans le domaine. Sinon, jusque-là, depuis l'annonce de la reconduction des examens, les établissements n'ont pas encore réagi. Moi, j'attends la réaction, ou bien les réactions de ces établissements. Vous savez que par le passé, plusieurs de ces universités privées ont refusé. Il y avait beaucoup de réserves. Il y a des étudiants qui ont refusé de prendre part aux examens, qui ne sont pas, quoi qu'on dise, obligatoires. Il faut peut-être analyser le sujet sur un autre plan aussi, je me demande si l'organisation des examens, on peut voir ça de plusieurs façons. Allez-y. C'est quand même de l'argent voilà, il y a le correcteur, l'État met en place, l'État dépense de l'argent. J'ai cru dire qu'il faut qu'on dépense 50 000 oui, 50 000 francs par étudiant. Donc, ce qui fait que les étudiants payent 25 000 francs de frais d'études de dossier. De toutes les façons, il peut y avoir des gens qui ont intérêt à ce que les examens se poursuivent. Vous voyez. Donc, peut-être que c'est un motif qui n'est pas si déterminant, mais qu'il faut aussi prendre en compte. Je dis peut-être. Oui. Alors, ici, donc, la responsabilité est aussi bien, pas aussi partagée, parce que les épaisses ne feront que ce que l'État va leur demander de faire, donc la responsabilité est beaucoup plus du côté de l'État. Oui, même si les épaisses aussi ont leur part de responsabilité, mais c'est que dans le cas d'espèces, c'est l'État qui a le droit d'exiger des résultats. Les épaisses, les résultats qu'elles ont toujours, les ont satisfaites. 80%, 90% dans telle filière, ça suffit pour faire la pub et puis l'argent sont jusqu'à 19%. Voilà, pas ça va, mais c'est l'État. Mais quand vous présentez deux candidats qui réussissent, ça fait qu'à vous êtes à 100%. Donc, ne leur demandez pas de faire des efforts tant que celui qui doit les surveiller n'en fait pas. Donc c'est l'État qui doit être fouiller au moulin et les obliger, c'est tant qu'ils veulent rester dans le milieu, dans le secteur justement, à se conformer. Mais quand l'État lui-même se contente de faire du bruit, il se tait pendant longtemps, il se fait du bruit, ça ne donnera rien. Donc il faut un contrôle rigoureux, continu sur une longue période pour assainir vraiment ce milieu-là et avoir maintenant de très bons résultats que nous recherchons. À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas carrément dire, cette année par exemple, on suspend tous les établissements et on redémarre à zéro, quoi. À partir de l'année prochaine, on met à votre disposition les curricula de formation, les offres, les filières, ce qu'il faut. Et comme ça, on pourrait avoir un renouveau dans le secteur. C'est un peu drastique. Ce serait radical, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je ne pense pas que ça soit la bonne formule. Je n'ai encore vu, même dans les secteurs qui sont détenus par l'État lui-même, l'État n'a jamais pris autant de décisions de ce genre, de décisions radicales. Donc je pense qu'on ne doit pas en arriver là. Mais je pense que l'État gagnerait à mieux étudier le problème pour proposer les solutions les plus efficaces. Au risque de me répéter, je me demande quelle est l'efficacité d'un examen pour évaluer les compétences ou le savoir-faire d'un étudiant qui a fait 4 ans ou 5 ans à l'université. Et c'est après cet examen qu'on dit oui, il mérite le master, il mérite la licence. Un examen de combien de preuves? Moi, j'ai des réserves. Oui, je partage ces réserves. Et c'est pour ça que je dis que l'État doit être en amont et en aval, pas seulement attendre à la fin. Et la rigueur doit être telle que celui qui veut avoir une épaisse doit se dire que là, c'est très rigoureux, c'est très corsé. Si je ne peux pas, je n'y vais pas. La quête de l'argent doit être bien après. Mais au départ, c'est la motivation doit être une très bonne formation de ceux qui viennent. Et vous constatez que ce n'est pas ça. On se rend compte qu'il y a tellement de bacheliers et que même malgré, disons, la surface physique de l'université, des universités n'arrivent pas à contenir tout le monde. Donc il y a quand même du monde en attente et qu'il faut prendre chez soi, qu'il faut former, d'accord. Et quand c'est seulement ça, on veut avoir demandé, former, vous voyez que la qualité n'y est pas, surtout que l'État a démissionné. Donc il faut que l'État se réveille de plus en plus, se lève et décide ce secteur-là. Je veux vraiment le réformer avec les bonnes solutions. Et là, ça peut prendre. Et les bonnes solutions ne passent pas forcément par l'intelligence des ministres. C'est tous ceux qui sont dans le secteur sont appelés à se prononcer pour avoir un bon document. Mais quand c'est un ministre avec ses collaborateurs qui se réunissent pour dire voilà, ça c'est une bonne réforme,
Ils ne prennent pas toujours en compte tous les aspects. C'est le même travail. Donc il faut aller vers tout le monde pour recueillir les bonnes propositions, aller voir là où ça marche. Et quand on met tout ça ensemble, forcément, ça va produire de bons résultats. Merci à vous, chers confrères. Moïse Dossoumo du journal Fraternité et Vincent Aguet du service web de l'ORTB. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Merci à vous. On installe à présent le dossier de la semaine. Près de 700 Béninois meurent chaque année dans les accidents de la route. Des chiffres alarmants qui démontrent que la lutte contre les accidents de la route ne relève pas uniquement des corps de sécurité. Comment donc faire pour avoir zéro accident sur une route? C'est le sujet du dossier de la semaine. On en parle avec notre invité, mais avant, suivons cet élément. Romaric est un acteur du système éducatif. Il est président d'une ONG de la place et la période de fin d'année lui laisse à chaque fois un goût identique. En fin d'année, il y a une prolifération, il y a beaucoup d'accidents. On a constaté aussi parfois que les écoliers, lors de la traversée, ils se font renverser. Les responsabilités sont partagées. Des responsabilités partagées et pour la plupart du temps, les chauffeurs écopent de la plus grande part. Aristide dirige une ONG d'assistance aux victimes des accidents de circulation. S'il a eu à assister près d'une 50aine de victimes jusque-là, pour lui, il faut une réelle prise de conscience des conducteurs. La plupart des usagers de la route, c'est-à-dire les conducteurs, quand c'est eux qui ont créé l'accident de circulation, juste après les premiers soins à l'hôpital pour la victime, eux, ils rentrent chez eux. Mais ils ne savent pas ce que la victime vit après l'accident. Comment l'accident a réduit la mobilité de la victime, eux ils ne le savent plus. Il faut sensibiliser la population, il faut faire toucher du doigt à la population, surtout aux usagers de la route, ce que créent les accidents de circulation au Bénin. Ceci, Noël l'a compris. Ce matin, face à ses pairs, il sensibilise en langue locale fond. Objectif, rallier les conducteurs de taxis villes et interurbains à son rêve d'une fin d'année exempte de tout accident de la route. Nous avons choisi justement la fin d'année pour nous sensibiliser les uns et les autres à prendre conscience que l'accident, ce n'est pas que l'autre, c'est nous aussi. Donc si nous prenons conscience que nous faisons partie des vecteurs de l'accident, je pense que nous saurons qu'on peut diminuer sensiblement le nombre d'accidents en fin d'année. Le message est clair au sein de la cible. D'ailleurs, sensibiliser au-delà de la commune de Cotonou devient même une priorité. Nous allons essayer de sensibiliser les amis, camarades conducteurs sur toute l'étendue du territoire national pour que nous puissions avoir les mêmes idées, pour pouvoir essayer de la manière nous comporter, pour pouvoir trouver l'année 2021. Une étude du Centre national de sécurité routière sur les causes et conséquences des accidents de transport ainsi que les risques d'accidents révèle que le mois de décembre serait l'un des mois les plus dangereux en matière d'accidents à Cotonou. La problématique ainsi posée, nous sommes sur ce plateau avec Casimir Migan, un acteur de la sécurité routière de l'ONG Alinayon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et pour conduire cet entretien avec moi, Rodrigue Babaguito est également en place. Rodrigue, bonjour. Evaïs Balogun, bonjour. Et oui, nous y sommes une fois encore, chers téléspectateurs. Les fêtes de fin d'année se profilent déjà à l'horizon, période de fêtes qui sont celles de toutes les euphories dans la plupart des capitales africaines et plus particulièrement à Cotonou. Cependant, comme dans plusieurs villes du Bénin, les fêtes de fin d'année et de Nouvel An qui s'offrent bon nombre de citoyens tournent parfois au drame. Casimir Migan, nous avons suivi cet élément témoin où on met l'accent une fois de plus sur la sensibilisation. Mais sensibilisation, est-ce qu'au finish, ce n'est pas de l'eau versée sur le dos du canard? Merci et je voudrais saluer les téléspectateurs et je nous dis que nous avons besoin de sensibiliser. Tout commence par la sensibilisation. Il faut avertir, il faut informer
Et il faut amener la population à comprendre, faire l'éducation, et avant de passer à une autre vitesse. Donc la sensibilisation permet aux usagers de la route de comprendre l'importance du respect du code de la route, du respect des dangers qu'ils encourent lorsque ils sont en circulation et ils ne prennent pas les précautions nécessaires, ou peut-être ils se livrent à l'incivisme, tout ce qu'ils pourraient subir sur la route. Ça leur permet de comprendre ces choses. Et puis lorsqu'ils ne respectent pas ces règles, ce que les forces de l'ordre sont capables de faire également. Mais on sait un peu comment ça se passe sur nos routes. On sait un peu à quel point est-ce que les citoyens peuvent faire preuve d'incivisme. Vous qui œuvrez dans une ONG qui justement lutte pour la réduction des accidents de la route, ne trouvez-vous pas qu'il faut désormais agir? Réprimer, quoi. Réprimer, oui, il faut agir, mais je pense que la sensibilisation est nécessaire. Vous savez, pour qu'on ait un résultat dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, je veux même m'aligner sur les objectifs du développement durable d'ici 2030, simplement dans les 10 ans à venir, il faut commencer par éduquer. Il faut commencer. Un enfant qu'on enseigne et un homme qu'on gagne. Et donc, ça permet aux enfants de prendre les habitudes nécessaires. Et les enfants contribuent également, sont également des vecteurs de communication dans leurs environnements, auprès de leurs parents. Il faut intervenir sur l'éducation. C'est très, très important si nous voudrons un changement dans les années à venir. Et maintenant, sensibiliser, informer. Et les adultes maintenant agissent sur les adultes. Mais ça, comme vous le dites, ça a un temps. Sensibiliser durant tout le temps ne donnera pas de résultat. Bien sûr. Donc la sensibilisation, c'est également quand même un temps d'avertissement, un temps de préparation pour dire voilà les conséquences. Si vous continuez, nous serons obligés de sévir. Et là, et quand la sensibilisation vient à un niveau donné, pour que les effets de la sensibilisation portent, il faut forcément la répression. S'il n'y a pas la répression, les sensibilisations vont sombrer et ça n'aura plus d'effet sur la population. Donc, lorsque la répression est là et la sensibilisation continue, la sensibilisation porte son fruit. Parce que celui qui est réprimé, il veut savoir pourquoi. Et les autres cherchent à savoir qu'est-ce qu'il faut faire alors. Et ceux qui sont chargés de la sensibilisation sont là en amont en train de dire oui, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi vous êtes en train d'être réprimé et ce qu'il faut faire désormais et les gens s'accompagnent. C'est un peu comme le port du casque aujourd'hui. Exactement. Avec la sensibilisation et la répression, c'est rare de voir maintenant des gens sans casque circuler. Si vous prenez le cas du port de casque, lorsque nous, on a démarré, et vers les années, déjà en 2009, on a commencé par distribuer des casques. En 2010, on a distribué. Et vous imaginez, nous distribuions des casques et des gens prennent ces casques et les revendaient. Donc, du coup, on a commencé par subventionner en partie. Et en 2012, on était obligé de faire des études, faire des enquêtes pour regarder le taux de port de casque. Le taux de port de casque était à 8%. C'était en quelle année? En 2012. Était à 8%. Et donc, on a fait en janvier, pour voir la tendance, en janvier, en juin et en novembre, pour pouvoir apprécier. Et ça, c'est ensemble avec Handicap International qu'on avait fait ce travail. Et donc, les résultats qu'on a eus nous ont permis maintenant de comprendre que malgré les distributions, les sensibilisations, il fallait aller à la répression. C'est ainsi qu'on a commencé par faire le plaidoyer vers les autorités et pousser les plaidoyers. Et vous savez ce qui s'est passé. Donc, le gouvernement a décidé d'aller à la répression, tout au moins pour ceux qui sont les conducteurs. Et le taux
de 8 qui oscillait vers 9%, s'est retrouvé immédiatement vers les 70%, 80%. La preuve que la répression a également de bons résultats. Et donc, lorsqu'on a continué avec la sensibilisation, tout au moins dans la ville de Cotonou et ses alentours, vous verrez que le taux oscille entre 90 et 94%. Ce qui veut dire que la sensibilisation a porté ses fruits lorsque... la répression. Ah, exactement. Donc, alors vous parliez tantôt de la nécessité de sensibiliser les plus jeunes. Oui. Alors cela m'amène à m'interroger, est-ce que, à votre avis, vous pensez qu'il faut introduire, par exemple, le code de la route déjà dans les manuels scolaires, dans les programmes éducatifs? Oui, il faut introduire. Au fait, comment ça fonctionne? Les enseignants ont commencé déjà. Déjà, on a déjà quelques notions de code de la route et un certain nombre d'éléments qu'il faut pour les enfants, déjà dans le programme scolaire. Mais ça donne plus d'effet lorsque l'enfant, vous le mettez en activité, en pratique. Cela nécessite des clubs de sécurité routière. D'ailleurs, ce que Alinagnon fait dans les écoles, mais nous n'arrivons pas à couvrir un grand nombre d'écoles parce que ça nécessite beaucoup de moyens. Il faut mettre la documentation, il faut ceux qui vont faire le suivi, ceux qui vont proposer des activités intéressantes parce que l'enfant, tout ce que l'enfant fait doit être comme un jeu pour l'enfant. Et donc, il faut les traduire en des jeux. Et c'est les spécialistes et qui le font avec et ils se retrouvent, ils sont passionnés. Je vous assure qu'il y a eu 2 ans, et les activités qu'on menait faisaient que les enfants, en dehors de l'hymne national qu'ils connaissaient, la seconde chanson, c'est la chanson de la sécurité routière. Avant de traverser, il faut regarder à gauche et à droite et autres, c'est ça. Et puis partout. Et ça a commencé par prendre de l'ampleur. Et partout, on parlait de Alinagnon, ce que ça faisait. C'est vrai, et ce n'est pas facile. Le suivi, pour tout un projet, le suivi coûte extrêmement cher. Donc, ça fait qu'on n'arrivait pas à suivre comme cela se doit. Mais le grain est déjà semé et puis ça porte. Donc, je disais qu'il faut continuer dans ce sens et faire de telle sorte que ce qui se fait, ce que les enseignants font, et sa mise en pratique, comment traverser et comment faire pour que les jeunes, ils ont parfois comme les capitaines, des gens, des endroits où ils s'en vont, il y a des capitaines qui sont identifiés, parmi eux-mêmes ils choisissent et c'est eux qui les font traverser la voie et leur montrer comment donner la main pour qu'eux ils donnent la main plus tard et autres. Donc c'est tout un ensemble. Et nous avions initié dans ce sens également pour les enfants, pour que l'enfant puisse aisément savoir comment se conduire en circulation. Très bien. Des projets, des permis piétons. Valentin Mulvaeus, vous parliez de 700 cas d'accidents enregistrés chaque année. À ce jour, est-ce que ces chiffres sont maintenus? Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les chiffres, il y a une stabilité au Bénin par rapport à l'évolution des décès. Et stabilité, c'est quoi? La population augmente. Nous étions en temps à 9 millions lorsqu'on parlait de 700 décès. Et jusqu'à ce qu'on est en train d'aller à 12 millions aujourd'hui, nous parlons encore de 700 décès. Ce qui veut dire qu'il y a une stabilité. Et ce que les Nations Unies ont recommandé au niveau de la décennie, qui court jusqu'en 2000. On a fini la première décennie, la deuxième décennie commence 2020 et pour 2030 et coïncide avec les ODD. Donc, c'est de stabiliser et de réduire de moitié les décès dus aux accidents de circulation. On peut dire que le Bénin est dans la phase de stabilisation. Mais est-ce qu'il y en a qui ont réussi réellement parmi les pays? Des pays ont réussi à réduire. Oui, il y a des pays qui ont réussi à réduire considérablement parce que ces pays, et rapidement, la phase de sensibilisation n'a pas beaucoup duré. Exemple de ces pays-là? Et nous avons, c'est beaucoup plus les pays de l'Asie, il faut reconnaître en Europe également, les pays en Suède, c'est d'ailleurs pour ça que nous étions partis.
en Suède et pour faire l'évaluation des 10 ans passés. Alors justement, je m'interroge, qu'est-ce que ces pays-là ont fait? pu faire Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? C'est qu'ils ont agi sur la répression. D'abord, ils ont sorti des lois, des tests qui régissent un certain nombre de choses. Vous voyez, les tests sur le port de casque, la ceinture de sécurité, la vitesse, la limitation de vitesse, l'alcool au volant, et la distraction, et comment il s'appelle, tout ce qui est lié au surcharge et autres. Ils ont travaillé sur ces éléments, ils ont sorti des tests et ils ont donné les moyens qu'il faut à la police. Et donc, avec les caméras, les radars qui arrivaient à suivre. Donc, les gens sont obligés de respecter. Parce que quoi? La répression, sa force, c'est le fait que la population observe qu'il y a eu des gens qui n'ont pas respecté et ils ont subi la rigueur de la loi. Et quand ils voient ça, les autres, ça sert de leçon. Ils se mettent dans le rang. Ils se mettent dans le rang. Donc, le Bénin est un pays, quand vous observez la sociologie du Bénin, vous voyez un peu le comportement du Béninois. Le Béninois a peur d'être frappé. Et donc, un peu. Donc, le Bénin, ça devait bien marcher au Bénin. Si réellement, le chef de l'État, avec toute sa volonté, nous voyons un certain nombre de choses qu'il fait. Et d'ailleurs, nous voyons qu'il est dans le même... dans la même vision que ce que nous pensons. Et donc, il voulait qu'il y ait des changements. Et dans un certain nombre de secteurs, il a agi. Et réellement, pas la répression. Et on a vu les résultats. Aujourd'hui, dès le départ, les gens disaient non, ils ne sont pas contents. Mais aujourd'hui, tout le monde l'applaudit. C'est la même chose en matière de sécurité routière. Et si le chef de l'État il prend vraiment des mesures qui s'imposent, vous verrez que rapidement, c'est les mêmes personnes qui vont l'applaudir parce que le Bénin fera partie des référents. Mais parlons des mesures. Est-ce qu'au Bénin, il existe une politique nationale en matière de sécurité routière ou même de baisse des accidents de la route? Et ça, c'est en cours et il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens. Il faut reconnaître que Covid aussi a joué. Voilà. Mais donc, il y a ce travail qui est en cours. Et il faut reconnaître que sur certains aspects déjà, on peut commencer. On peut commencer et puis ça... Le cas du casque fait école et puis ça permet de savoir ce que nous sommes en train de faire. Et quand on a parlé des couloirs de circulation également, donc je pense qu'on peut aller et aujourd'hui on est en train de travailler on est en train de revoir les infrastructures, les endroits où il y a l'asphaltage, de nouvelles voies qu'on est en train d'ouvrir et autres. C'est le moment déjà de mettre en place les règles qui s'imposent et nous verrons que ça va porter ses fruits. Et dites-nous, quelles sont les mesures que doivent également prendre les autres acteurs pour que réellement il y ait une réduction des accidents, surtout en cette période de fin d'année dans laquelle nous rentrons? Oui, les mesures, comme d'habitude, à l'approche des fêtes, les organisations de la société civile, ensemble avec le CNSA, ils essaient de quadriller la ville de Cotonou, évidemment avec la police républicaine, parce que c'est des actions concertées, société civile, CNSA, police républicaine, et pour quadriller un certain nombre d'endroits dans la ville de Cotonou. Ça fait que, comme je le dis, le Béninois, simplement à force de voir ce trio sur des artères, les gens, s'ils se disent il y a quelque chose, ils se rangent. Et donc, psychologiquement, même si les gens, s'il n'y a pas quelque chose qu'ils font grandement, psychologiquement, ça porte ses fruits. Ah, je dois faire attention. Ces gens-là qui sont là, ils sont en train de faire pour une cause. Donc, je dois faire attention. Et ça joue. Et c'est ça qui a permis d'avoir les résultats que nous avons eus ces dernières années. Et nous sommes en période de fin d'année et pour réellement réduire également ces accidents de circulation, nous avons besoin je pense que la même opération sera rééditée et puis la population également, la sensibilisation va croître et puis au niveau de la presse, ce que vous êtes en train de faire,
Et c'est aussi ça parce que ça porte beaucoup. Alors j'ai une dernière question, on n'a plus assez de temps, M. Vigan. J'ai une dernière question. Est-ce qu'à votre avis, il faut imposer aujourd'hui le permis de conduire aux engins à 2 roues? En 30 secondes. C'est plus que nécessaire. Il le faut obligatoirement parce que le permis de conduire, la non-connaissance du code de la route fait que nous avons assez d'accidents. Et si nous voudrons réduire les accidents, on doit empêcher que quelqu'un qui ne connaît pas le code, qui vient, il trouve une moto, se mette en circulation. Merci à vous. Évariste Balogun, je crois qu'on en sait désormais plus et la sensibilisation reste l'arme idéale. Absolument, pour arriver à réduire drastiquement les accidents de la route. À en croire, M. Migan. Merci, M. Migan. Appuyé par la répression. Par la répression. Et bien, sensibilisation appuyée par la répression, alors. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Merci également, M. Casimir Migan. Je rappelle que vous êtes un acteur de la sécurité routière. Ce sera donc tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.